L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour amis internautes, bienvenue sur votre tout premier numéro d'émission Sur la route. Une émission qui nous concerne tous d'ailleurs parce que la question de la sécurité routière se pose à tout le monde. Alors, Sur la route de cet après-midi nous amènera à comprendre ce que c'est que la sécurité routière et l'utilité du permis de conduire. Vous aurez droit, amis internautes, aux éléments de réponse sur la sécurité routière, comme je viens de le dire, et le permis de conduire avec M. Gilbert Fouessin. M. Gilbert Fouessin, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes promoteur d'auto-école. Vous êtes également président d'une ONG que vous dirigez depuis 2002. Laquelle déjà? Oui, je suis le président de l'ONG César, dénommée Sécurité environnementale, sociale, alimentaire et routière. Alors, bienvenue sur le plateau de ESAE TV. Pour Merci conduire beaucoup. Cette émission, je suis avec Francis Fahami. Francis, bonjour. Bonjour Quentin, bonjour chers amis internautes, bonjour monsieur Gilbert Fouessin. Bonjour monsieur Francis. Alors, d'entrée de jeu, qu'est-ce que c'est que la sécurité routière? Oui, la sécurité routière, c'est généralement notre sécurité sur la route, comme on le dit, puisque tout usager qui se déplace doit se sentir en sécurité sur la route. Le fait qu'on doit respecter le code de la route pour éviter de créer un dommage à quelqu'un d'autre ou bien de se faire du mal soi-même sur la route par un accident qui peut même conduire jusqu'à la mort. Donc, quand on parle de sécurité routière, c'est que tout ce qu'on doit faire pour se sentir en sécurité sur la route, c'est ça la sécurité routière. Et lorsque vous ne respectez pas ces règles, ça crée des désagréments. Alors, vous venez de parler des règles. Quelles sont les règles de la sécurité routière? Dites-nous. Voilà, j'ai parlé de règles, ça veut dire que c'est le code de la route en général, les règles qu'on doit respecter sur la route, c'est ça le code de la route. Le code de la route, ça veut dire que c'est l'ensemble des signalisations routières qu'on rencontre sur la route. Sur nos routes, il y a des signalisations qui nous parlent. Par exemple, les signalisations verticales, c'est l'ensemble des panneaux. Les signalisations horizontales, c'est les traits qui sont dessinés sur la chaussée. Les signalisations lumineuses, c'est des feux qui nous parlent aussi sur la route. Et le signe des agents. Les agents aussi, leurs signes nous parlent. Tout ça, là, sont des signalisations routières qui nous parlent, qui nous guident sur la route. À part ça, il y a d'autres règles qu'on doit respecter. Comment est-ce qu'il faut dépasser quelqu'un, où il ne faut pas stationner, où il ne faut pas faire demi-tour. C'est des choses qu'on apprend. Tout ça regroupe les règles de la circulation et qui regroupe encore le code de la route que tout usager de la route est censé connaître pour éviter les accidents, pour que tout le monde soit en sécurité sur la route. Et on parlera de sécurité routière. J'ai bien une question pour vous, je me pose cette question et j'imagine que les internautes également se la posent. Tout à l'heure, vous avez parlé en matière de signalisation des traits sur la route. Moi, il y a des fois, je me demande à quoi ça, comment l'interpréter. Je ne sais pas, dites-nous par exemple, les deux traits, quand il y a deux traits sur la route, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, effectivement, en matière de ces signalisations que j'ai citées, vous parlez des signalisations horizontales, ça veut dire que des traits qui sont sur la terre ou bien des dessins. Parfois, on voit des traits blancs qui divisent la chaussée en deux. Sur le goudron, on trace des traits blancs au milieu du goudron. Et lorsque ces tracés continuent,
Ça veut dire qu'à cet endroit-là, il ne faut pas dépasser quelqu'un. Vous êtes proche peut-être d'un tournant ou une montée où il ne faut pas dépasser. C'est ce que ces traits-là nous disent. Et lorsque les traits sont discontinus, ça veut dire que c'est entrecoupé. Ça veut dire qu'on vous autorise à effectuer un dépassement là, si c'est possible. C'est ce que ça veut dire. Bon, c'est un exemple de signalisation horizontale. Par exemple, là où les piétons doivent traverser la chaussée, on fait des traits larges de couleur blanche qui traversent la chaussée par là. Au niveau des feux tricolores, vous allez remarquer qu'il y a ces traits-là qui sont souvent au niveau des feux tricolores. Ce sont des endroits réservés pour les piétons pour qu'ils traversent. Toi, automobiliste ou bien motocycliste, tu n'as pas le droit de monter sur ça. Tu n'as pas le droit de t'arrêter sur ça. Lorsque peut-être c'est les feux tricolores ou bien lorsque ce n'est même pas au niveau des feux, c'est en pleine chaussée. Et tu n'as pas le droit à stationner là-haut, à t'arrêter là. Et à l'approche de ces traits-là, tu es obligé d'attendre les piétons qui veulent traverser la chaussée. C'est ça. Et en matière de signalisation, je me rappelle qu'il y a, qu'on tombe souvent là-dessus, au niveau des écoles publiques surtout, on voit des hommes qui s'érigent en agents de sécurité, on va dire ça comme ça, et qui essaient de faire traverser les enfants. Est-ce qu'on peut aussi les considérer comme des vecteurs de sécurité routière? Et il n'y a pas que ça, on voit aussi des dos d'âne parfois. Est-ce que ça contribue également au bon comportement adopté quand on est sur la route? Oui, tout ça, ces guides-là qui traversent la chaussée aux élèves pendant des heures de pointe surtout, jouent le rôle de signalisation aussi sur la route. C'est comme des agents qui vous disent, on les respecte, lorsqu'on vous arrête, vous allez vous arrêter. Et ils représentent, ils sont là comme les agents pour dire arrêtez-vous pour que les enfants passent. Et après le passage des enfants, ils vous autorisent à passer. Ça aussi, c'est des signalisations qui nous guident sur la route. Ils nous parlent sur la route aussi. Et les dos d'âne aussi, ce sont des choses, lorsque vous êtes à vive allure, que vous arrivez au niveau d'un dos d'âne, vous ralentissez. Ça veut dire que le dos d'âne aussi, il faut ralentir. Donc, c'est des signalisations qui vous empêchent d'aller plus vite. Tout ça, là, c'est des signalisations routières. Oui, mais ces guides-là dont vous parlez, il y en a qui n'ont presque reçu aucune formation et qui, de manière brusque, peuvent arrêter tout le monde. Bon, voilà, les enfants veulent passer. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que parfois, ça cause également des accidents de circulation. Ces guides, la plupart de ces guides sont formés. Mais ce sont les usagers qui ne respectent pas plutôt les gestes. Parce qu'effectivement, il y a des guides qui sont un peu plus brusques et ils arrêtent brusquement les usagers de la route. Mais il y a d'autres qui le font correctement, mais ce sont ces usagers-là qui sont pressés de passer et parfois ça cause des accidents. Et on a l'intention que c'est le guide qui l'a arrêté de façon brusque. Sinon, ces guides-là sont formés par beaucoup d'ONG. Vous voyez, ces guides-là sont les représentants de beaucoup d'ONG, ou bien parfois les écoles les recrutent et ils ont au moins un minimum de formation d'abord avant de se lancer sur ces routes-là. Mais ils sont formés, ils représentent des ONG, mais je me demande quelle autorité ils ont à pouvoir faire ce boulot-là. Est-ce qu'il me suffit juste d'être formé et de juste représenter une ONG pour me mettre au niveau d'une route et puis commencer à faire guider, ou bien je me demande quelle est leur autorité? D'où est-ce qu'ils tirent leur autorité d'un point de vue légal, par exemple? Donc, ils représentent d'abord, même si c'est l'école qui les a placés là. L'école, c'est une structure étatique, c'est une administration. Lorsque la personne représente l'administration, déjà, ça veut dire que vous avez droit à respecter ce qu'il vous dit. Et même vous qui êtes là, par exemple, lorsque vous voyez des enfants debout, voulant traverser la chaussée, vous pouvez vous arrêter, essayer d'arrêter la circulation pour eux, pour leur permettre de traverser facilement. Donc, ces guides, lorsqu'on les voit, on doit les respecter, surtout les respecter beaucoup. Et ils ont toute autorité. Lorsqu'ils sont habillés en leur gilet et ils ont leur fanion dans la main, et vous ne les respectez pas, lorsque vous les cognez, vous avez de sérieux problèmes. Parce qu'ils sont là, ils représentent l'administration, ils représentent la police. Quand la police ne peut pas être déployée partout, ils sont là, ils représentent la police. Voilà, ils représentent la police. Mais dites-nous, Monsieur Gilbert, lorsque ces guides sont là, est-ce qu'ils doivent nécessairement se pointer là où le piéton doit se mettre pour traverser la route, ou il peut se mettre à n'importe quel endroit du goudron pour dire, bon voilà, je vous arrête, les enfants veulent passer?
Oui, lui qui est là, il connaît, il sait comment il doit arrêter les usagers. Parce que au cours des formations, on leur dit, vous, d'abord, ils analysent d'abord l'allure à laquelle la personne est en train de rouler et la distance par rapport à leur endroit. Et c'est à travers ça, eux, ils agitent leur fanion. Et lorsque la personne voit ce fanion de loin, il doit ralentir pour s'arrêter. Donc, eux, ils ont leur endroit là où ils doivent faciliter le traversée pour ces enfants-là. Ils savent où il faut arrêter les usagers et là où les enfants aussi doivent passer. Eux, ils le savent devant leurs écoles, leur endroit. Là où ils doivent travailler, ils connaissent leur endroit et ils savent comment agir pour arrêter ces usagers-là. Alors, quand on parle de règles de la sécurité routière, nous savons qu'il y a le port de casque pour des gens qui ont des engins ou des véhicules à 2 roues ou à 3 roues. Et il y a également le port de ceinture pour ceux qui ont des véhicules à 4 roues, des voitures par exemple. Mais à part ces règles-là, quelles sont les autres règles de sécurité routière? En fait, il y avait parlé des signalisations routières tout à l'heure. Il y a 4 sortes de signalisations. Les panneaux, il y en a beaucoup. Les formes, leur couleur nous parle sur la route. Par exemple, quand c'est un triangle, ça nous annonce un lieu dangereux. Quand c'est un rond rouge, ça nous interdit de faire ce qui est dessiné dedans. Quand c'est un rond bleu, ça nous oblige à faire ce qui est dedans. Et quand c'est carré, rectangle ou bien en forme de flèche, ça nous donne un renseignement ou bien ça nous indique quelque chose simplement. Donc, tout ça là sont des règles. Maintenant, le dépassement, comment il faut dépasser quelqu'un, où est-ce qu'il ne faut pas faire excès de vitesse. Tout ça, là, ça prend dans quelles conditions on ne doit pas conduire, en quel état on ne doit pas conduire. Tout ça, là, c'est des règles. C'est un peu vaste. Si on veut parler de code de la route, là, c'est trop vaste. D'accord. Quand tu as évoqué tout à l'heure l'aspect des casques, maintenant, je vois souvent plusieurs types de casques. Dites-nous, quels sont les casques, les différentes formes de casques qui sont réglementées en matière de sécurité routière? Oui, en matière de casques, il y a au moins 2 types de casques. Il y a les casques enveloppants et les casques intégraux. Donc, lorsqu'on parle de casque enveloppant, c'est ça. Pour le casque enveloppe seulement la tête et il laisse le menton. Donc, c'est conseillé, c'est homologué. Et l'autre, le casque intégral, lui, il enveloppe la tête jusqu'au menton. Et les deux sont conseillés. Maintenant, à savoir, c'est la qualité du casque qui compte et non le type. Sinon, les 2 types sont conseillés et c'est la qualité du casque qui importe. Alors pour le casque enveloppant, ça dit que le menton n'est pas susceptible d'avoir aussi des blessures. Dites-nous un peu, pourquoi est-ce qu'il y a ce type de casque-là, il y a l'autre qui est complètement intégral? Chacun choisit ce qui est sur là. Ce n'est pas forcément... Vous savez, quand vous avez de la blessure au menton, ou bien, on peut vous soigner. Mais si c'est au niveau du crâne, on ne peut pas vous soigner. Donc, pour être un peu plus, pour protéger tout le visage, chacun a le choix de choisir ce qu'il veut. Voilà. Mais vous avez parlé tout à l'heure des qualités. Comment savoir si le casque que j'achète ce matin est de bonne qualité? Est-ce que je peux juste prendre et taper pour savoir comment ça se passe? Ou bien comment je sais que ce casque est de qualité? Bon, en matière de qualité, là, on ne peut pas rester ici, dire telle forme est plus bon que l'autre. Ce serait là où on vend ces casques-là. Ce serait là qu'on peut connaître ces qualités. Sinon, la plupart de nos casques que nous portons ici au Bénin, lorsque nous achetons sur les babas, là, on voit qu'ils sont un peu plus légers. Et quelques jours après, on constate que ça commence à s'abîmer. Ah oui. Donc ça, on ne peut pas dire que c'est des casques de bonne qualité. Et par rapport à son prix, on ne peut pas dire que c'est des casques de bonne qualité. Pour avoir des casques de bonne qualité, il faut ça au moins 12, à partir de 12 000 jusqu'à 25 000. Wow. Mais les autres là, c'est à peine 5 000, 7 000, vous avez votre casque. Bon, juste pour protéger la tête, ce n'est pas mal. Mais si on pouvait avoir un peu plus, on pouvait choisir ce qui est plus, ce serait aussi bon. Comme quoi, la vie a un prix. Ah, Mais dites-nous, sur la route, en matière de casque également, on voit, comme je l'ai dit, plusieurs types de casques. Mais il y a un phénomène que je vais dire qui est un peu plus frappant.
on voit des gens qui utilisent des casques qu'on utilise sur les chantiers de construction pour se protéger. C'est vrai, on dit casque, c'est un casque, mais est-ce que c'est idéal? Ces casques ne sont pas conseillés en circulation parce que le casque a des caractéristiques normalement. Ça a une partie rigide d'abord et qui reçoit le choc en cas de chute. Et il y a l'autre partie à l'intérieur qui répartit. Il y a aussi une partie qui répartit le choc. Et il y a une partie aussi un peu mousseuse qui vous protège, qui vous donne le confort. Donc, lorsqu'on prend ces casques de chantier seulement, je pense que c'est constitué seulement d'une plastique et ça couvre seulement la tête. Ce n'est pas conseillé dans la circulation. Donc, lorsque vous portez ça, les policiers même vous arrêtent parfois et vous verbalisent. Alors, puisqu'on parle de casque, la dernière fois, par exemple, j'ai vu sur un réseau social un type de casque qui a, je vais dire, retiré mon attention. C'est lequel? C'est un casque qui, à l'intérieur, on peut avoir un Bluetooth et donc on peut connecter le téléphone, on peut écouter la musique. Est-ce que ce type de casque-là, par exemple, est conseillé quand on est à moto et tout? Non, en fait, ce n'est pas bon de porter ces casques. Bon, il est bon de porter ces casques, même pas utiliser son Bluetooth pour dire que vous allez communiquer en circulation, ce n'est pas bon. Et lorsque vous êtes en circulation, et même si vous n'avez pas ce genre de casque et que vous avez votre écouteur et que vous recevez un appel, c'est interdit, on peut vous arrêter. Donc, le fait de recevoir l'appel à moto ou en voiture, ce n'est pas bon. Et juste encore avec un casque qui a de Bluetooth et on peut communiquer, ce n'est pas bon. Lorsque vous êtes en train de communiquer, on vous pose une question, le temps que vous réfléchissez à la question, ou bien vous commencez à chercher là où vous avez déposé telle chose, ou bien ça fait que ça détourne votre attention de la route. Et lorsqu'il y a une situation, vous n'arrivez plus à réagir le plus vite et c'est des dégâts. Oui, c'est des dégâts, mais et si au lieu de communiquer, par exemple, je dois aller à un endroit où je ne suis jamais allé et je vais dans mon Google Maps et puis je recherche l'itinéraire et je mets mon casque juste pour écouter, pour m'orienter. Est-ce que c'est quand même un souci ou bien est-ce qu'on peut déjà se laisser aller? Non, il ne faut pas porter le casque en circulation, écouter là-haut, ça les directions que vous devez prendre, tout ça là, ou bien voilà la destination. Ça, c'est le problème de GPS. Ah oui, c'est bien ça. Voilà, le problème de GPS. C'est seulement le son que ça vous donne, ça vous dit. Vous pouvez tourner ici à droite, vous pouvez tourner à gauche, vous êtes proche de tel endroit. Ça là, ce ne sont pas des choses qui peuvent détourner l'attention du conducteur. Mais quand à la maison, vous dites où est-ce que vous avez déposé telle chose et vous ne vous souvenez plus de là où vous avez déposé la chose, vous commencez à réfléchir, voilà, là où vous avez déposé la chose. C'est ça qui fait qui détourne votre attention. Mais juste, la chose va vous indiquer que vous êtes proche de tel endroit, ce n'est pas interdit. Et juste, vous pouvez avoir votre radio dans la voiture, écouter la radio, tout ça là, dans la voiture, c'est autorisé. Mais sur une moto, ce n'est pas autorisé parce que lorsque vous écoutez la radio, quelque chose sur la moto, vous n'entendez plus les sons qui viennent de derrière et correctement même le ronflement de votre moteur. Et on est souvent voilà, plus concentré sur ce qui se passe et on a l'intention que ça ferme directement les oreilles et sur moto et vous n'arrivez plus à bien communiquer avec l'extérieur. Donc, mais dans une voiture, vous pouvez légèrement mettre votre musique et ce n'est pas interdit. Et si au lieu d'utiliser un casque, je prends mon téléphone, la plupart des motos il y a des gadgets, maintenant il suffit juste de pointer son téléphone et puis le téléphone est sécurisé, on peut aller. Et si au lieu de mettre le casque avec les écouteurs, je mets juste mon téléphone et puis je conduis, mais je garde juste un œil sur la route, je ne veux pas écouter le son, mais je garde juste un œil pour savoir où est-ce que je me dirige. Est-ce que c'est déjà un souci? C'est vrai, utiliser un téléphone sur la route, c'est pas bien, mais est-ce que ça, c'est déjà beaucoup? Et de temps en temps, vous jetez un coup d'œil sur l'écran de votre téléphone, c'est interdit dans la circulation. Donc, dans la circulation, on ne doit pas regarder le téléphone. Le temps qu'une seconde de perdu en circulation, ça fait beaucoup de dégâts. Donc, le temps que vous détournez votre regard pour regarder l'écran, ça fait que vous n'arrivez plus à analyser correctement ce qui se passe devant.
et c'est un accident de la circulation. C'est interdit que vous accrochez votre téléphone quelque part et regardez de temps en temps la direction. Non, ce ne sont pas bons. Alors, Monsieur Gilbert, vous êtes moniteur d'auto-école, vous êtes également président de l'ONG qui participe à tout ce qui est comme question de sécurité routière. Vous avez forcément un regard beaucoup plus pointu sur la circulation au Bénin. Et dites-nous, est-ce que chez nous, je veux dire au Bénin, les usagers de la route respectent les règles de la circulation dont nous parlons actuellement? Je vais dire ils ne respectent pas correctement ces règles. Parce qu'il y a beaucoup qui respectent, mais il y a beaucoup aussi qui ne respectent pas. Parce que au Bénin en particulier, c'est les automobilistes qui sont censés obligatoire de passer le permis de conduire avant de conduire une voiture. Mais les motocyclistes ne sont pas sanctionnés du fait de ne pas avoir le permis de conduire avant de se lancer dans la circulation. Mais c'est peu de motocyclistes qui ont appris le code de la route. On remarque qu'ils ne respectent pas ces règles. Parce que ce sont ces automobilistes-là qui violent encore plus les règles de circulation. Ils voient le feu orange comme ça ou bien le feu rouge et ils foncent dedans. Donc, si on vient maintenant au niveau des motos, des deux roues, des tricycles, eux, ils n'ont aucune notion des règles de la circulation. Et 90% de ces usagers n'ont pas le permis de conduire. Et ils se lancent seulement dans la circulation. Eux, ils ignorent totalement le code de la route. Mais ceux-là qui sont automobilistes, qui ont appris au moins un peu, ils ne respectent pas le peu qu'ils ont appris. Au Bénin, ça cause beaucoup d'accidents et les statistiques dénoncent beaucoup de morts chaque jour sur nos routes et beaucoup de blessés. C'est inquiétant. Mais est-ce que, je me pose cette question, est-ce qu'il faut réellement avoir un permis de conduire avant de conduire une moto? Parce que la plupart du temps, en tout cas, pour ce que je peux dire, pour ma petite expérience, la plupart de ceux que je vois dans la circulation n'ont pas forcément de permis de conduire. Est-ce qu'au Bénin, on doit forcément avoir de permis de conduire avant de conduire juste une moto? Depuis 1972, il y a des arrêtés déjà qui rendent obligatoire le permis de conduire aux motos. Il y a des arrêtés ministériels qui rendent obligatoire le permis de conduire aux motos. Ces arrêtés sont là, seulement qu'on ne les applique pas aux motocyclistes. C'est pourquoi tout le monde circule seulement sans permis. Sinon, ça existait depuis. Et c'est obligatoire avant de bouger une moto, tu dois détenir le permis. Et les permis moto sont au nombre de 3. Il y a la catégorie A1, A2 et A3. D'accord. Voilà. Mais est-ce que les auto-écoles aujourd'hui sont déjà habilitées, sont déjà préparées à former les gens, à leur délivrer les permis de conduire pour la moto? Oui, toutes les auto-écoles qui sont installées ont le droit de former n'importe quel candidat dans toutes les catégories de permis qui existent au Bénin. Donc, que ce soit à moto, à voiture, un camion, tout ça là, toutes les auto-écoles ont le droit de former ces gens-là. Donc, on a reçu ces formations et tous ces formateurs, ces moniteurs sont titulaires de toutes les catégories qui sont possibles au Bénin. Et ils sont censés former ces gens-là. Et d'ailleurs, même beaucoup de personnes passent déjà le permis A2. Il y a des gens, il y a des sociétés qui exigent ça à leurs employés et ils le font. Parce que si la moto est assurée et que le conducteur n'a pas le permis de conduire, c'est comme si l'assurance est nulle. Alors, c'est comme si l'assurance est nulle. Nous allons revenir beaucoup plus sur les questions qui ont rapport avec le permis de conduire. Mais avant, dites-nous, Monsieur Gilbert, parfois, on voit que des piétons, on a parlé de ça au début de l'émission, ils suivent quand même la ligne où ils doivent rester pour traverser, mais ils ne savent pas à quel moment il faut traverser. Y a-t-il pas un feu également qui est dédié à ces piétons-là, qui doivent suivre quand même pour être sûr que voilà, c'est le bon moment et je dois traverser la route? Oui. Et pour ces piétons-là, effectivement, au niveau des feux tricolores, les piétons aussi ont leur feu. Et ce sont ces piétons-là qui ignorent le rôle de ces feux et qui ignorent les règles qu'il faut suivre avant de traverser. Sinon, au niveau des feux tricolores, lorsque le feu rouge est allumé au véhicule, les piétons ont leur feu vert allumé. Et c'est dessiné en silhouette de piéton, et ça s'allume vert sous
forme d'un piéton qui marche. Et j'imagine que Si c'est que juste à côté, voilà, non, c'est en bas oui, du juste feu. en bas du feu. Oui. Voilà. Et ça, c'est signe que c'est en ce moment-là que le piéton doit traverser au niveau des feux tricolores. Et lorsque le feu est vert pour les véhicules, ces piétons-là ont aussi leur feu allumé rouge, en forme de silhouette d'un piéton debout allumé rouge. Ça veut dire, avant que les piétons ne traversent, ils doivent regarder ces feux-là au niveau des feux tricolores avant de se lancer sur la route. Mais il y a beaucoup de piétons qui ne comprennent pas et c'est quand le feu est ouvert aux automobilistes que lui, il veut passer. Donc, à part les feux, lorsque nous sommes en pleine chaussée, et avant qu'un piéton ne traverse la chaussée, il y a les règles qu'il doit respecter aussi. Il doit vérifier l'allure de l'automobiliste, de l'autre usager. Il doit vérifier son allure, et imaginer la distance qui le sépare par rapport à celui-là. Et regarder encore l'intention de celui-là. Est-ce que le conducteur le voit? Tout ça là, avant de traverser la chaussée. Alors, je suis persuadé, j'allais dire, que votre ONG travaille également dans ce sens-là. Mais pour revenir là-dessus, il y a un phénomène qu'on constate beaucoup plus aujourd'hui, c'est que quand il y a accident de circulation, les citoyens, il y a d'autres qui restent là juste pour observer, il y a d'autres qui se transforment carrément en journalistes avec leur téléphone en main, ils filment, ils commentent en même temps et ils diffusent. Et quels doivent être les comportements des citoyens vis-à-vis des victimes en cas de circulation de la route? Effectivement, ce que nous remarquons, ce n'est pas bon, puisque le citoyen, un usager, disons, quand on est témoin d'un accident, il n'est pas bon d'abord de s'affoler, parce que ça va faire que la victime, ça va affecter l'état de la victime lorsque vous vous affolez. Et lorsque vous remarquez que des gens sont déjà là, organisés, vous déguerpissez les lieux, vous n'encombrez pas les lieux pour encore étouffer la victime. Donc, maintenant, il n'est pas bon de filmer ces usagers-là et ces accidentés, de pouvoir publier, c'est interdit. Normalement, filmer ces accidentés, ce n'est pas quelque chose qui est bon. Seules les autorités compétentes sont habilitées à filmer ces gens-là. Et lorsque vous êtes témoin d'un accident comme ça, si vous savez pratiquer les gestes qui sauvent, vous les pratiquez. Ça aussi, c'est un autre cours, le cours de la route, parce que le secourisme, il y a comment il faut secourir un accidenté. Lorsque vous êtes témoin d'un accident, il y a des comportements qu'il faut adopter. Il faut protéger les lieux d'abord, alerter la gendarmerie et les sapeurs-pompiers, et maintenant porter secours aux blessés. Si c'est quelqu'un qui saigne, il faut savoir comment arrêter l'hémorragie. Si c'est quelqu'un qui ne respire plus correctement, il faut savoir comment le réanimer. Et savoir la position à laquelle il faut placer la victime. Lorsqu'il y a un accident, par exemple, on met les gens couchés sur le dos ou bien à plat ventre, ce n'est pas bon. Les gens sont couchés, on les met couchés de côté, on l'appelle position latérale de sécurité. La personne est couchée d'un côté comme ça pour pouvoir respirer. Lorsqu'il est couché sur le dos, il n'arrive pas bien à respirer, ou bien à plat ventre, il n'arrive pas bien à respirer. Et ça peut l'étouffer et il peut décéder avant l'arrivée des secours. Oui, je pense que nous allons peut-être y revenir pour d'autres émissions. Non. Mais dites-nous, le permis de conduire, on en a parlé un peu de long en large, mais on en parle, mais qu'est-ce que c'est réellement? Comment est-ce que vous pouvez définir le permis de conduire pour une personne qui ne s'y connaît pas vraiment en la matière? Et au Bénin, le permis de conduire a changé de forme. Hein? Oui. Voilà. En fait, le permis de conduire, c'est une attestation qui atteste que vous connaissez correctement le code et que vous savez conduire. Et vous l'obtenez après un examen. Et l'examen se déroule en deux phases. La phase théorique, vous allez composer un code de la route et vous obtenez, il vous faut 14 sur 20 pour être déclaré admis au code de la route. Et après cette déclaration, vous allez passer maintenant la conduite, vous conduisez et on vous note, il faut avoir nécessairement 12 sur 20 pour être définitivement admis au permis de conduire. Et après cela, maintenant, vous êtes admis au permis de conduire et on peut vous délivrer le permis qui atteste que vous connaissez correctement le code et la conduite et que vous pouvez circuler sur nos routes. C'est ça le permis de conduire. C'est une attestation délivrée à quelqu'un qui sait bien conduire et c'est comme ça que ça se passe. Et il y a différentes catégories au Bénin. Au Bénin, ici, nous disposons de 10 catégories.
10. Voilà, c'est 10 catégories. Il y a 3 pour les motos, A1, A2, A3 pour les motos, et le B pour les petits véhicules, le C pour les camions de moins de 18 tonnes, le C1 pour les titans de plus de 18 tonnes, le DR pour les minibus de moins de 18 places au plus, les minibus qui doivent transporter au plus 18 personnes, les toka-toka, le D plein là pour les longs bus là, le E pour ceux qui peuvent tracter une remorque et le F pour les handicapés. Alors, nous allons revenir là-dessus, beaucoup plus dans nos prochains numéros, j'allais dire. Mais nous n'allons pas terminer sans que vous nous dites quand même 2 mots sur votre ONG, rapidement. Quelles sont les actions menées, que mène, j'allais dire, votre ONG? Notre ONG, c'est la définition, c'est sécurité environnementale, sociale, alimentaire et routière. Donc on intervient dans l'environnement, l'utilisation des déchets, comment gérer les dossiers solides qui empêchent, qui dégradent l'environnement. Ça, c'est une autre personne qui s'occupe de ce volet, c'est un environnemental. Et on intervient aussi dans l'alimentation, ce que nous consommons, comment faire pour éviter l'utilisation des engrais chimiques au niveau des plants, de la production de nos cultures. Les pesticides qu'on utilise, et aujourd'hui, on peut utiliser les pesticides en même temps et encore récolter le produit amené au marché. Oui. Ça crée des maladies aujourd'hui aux usagers. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Et on s'occupe aussi de la sécurité routière. Et c'est moi qui s'occupe de ce volet. Alors, nous allons beaucoup plus parler de la sécurité routière, comme je venais de le dire dans nos prochains numéros. Et voilà, le temps qui nous est accordé est déjà imparti. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci, M. Gilbert, de nous avoir accordé votre temps et votre disponibilité. Merci à vous, Francis Fahmy. C'est moi. Alors, comme je venais de le dire, le temps qui nous est accordé est déjà imparti. Donc, nous allons revenir beaucoup plus sur les questions de sécurité routière, puisque elle est vaste, la sécurité routière. Et voilà. Donc, amis internautes, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.